monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous allons nous intéresser aux jeunes. Nous avons décidé de parler de leur sexualité. Vous savez, le collège est un lieu de grande vulnérabilité pour les jeunes adolescents. Mariage forcé, grossesse précoce et rapprochée, avortement dissimulé, bref, l'entrée dans la sexualité est pour beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons au mieux chaotique et au pire mortel. Que peut alors l'école pour freiner les pratiques à risque et accompagner les jeunes gens dans le franchissement de ce stade adolescent? Pour explorer quelques pistes de solutions, j'ai avec moi sur ce plateau Madame Mistoura Salou Adibadé. Elle est la chargée des programmes en santé de la reproduction à Seradis. Bonsoir Madame. Oui, bonsoir Madame. Seradis, c'est quoi? Seradis, c'est le centre de réflexion d'action pour le développement intégré et la solidarité. C'est une organisation qui travaille à base communautaire, qui travaille pour les questions de santé et le développement et qui est dans la sphère des ONG. Ça fait déjà pratiquement 2 décennies. Parfait. Alors, je rappelle que votre ONG plaide notamment pour la promotion de l'éducation sexuelle intégrée au Bénin et en milieu scolaire. À vos côtés, Monsieur Florent Zissou-Bonou, lui, il est le coordonnateur du projet Cercle de réflexion internationale pour la promotion de la création, en abrégé CIPCRE. Monsieur Florent Zissou, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'accepter notre invitation. Nous avons à l'extrême gauche M. Lukman Tidjani. Il est le coordonnateur ou le président de l'organe consultatif de la jeunesse au CJ Bénin. C'est bien sûr cela. Merci madame, c'est le chargé du partenariat et de la coopération au niveau de l'organe consultatif de la jeunesse. Parfait. Et enfin madame Christelle Assoba Maillard, elle est la présidente de APESA. APESA, c'est l'association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique. Exact. Bonsoir madame la journaliste. Vous y êtes arrivée. Voilà. Ma première question, qu'est-ce qu'une éducation sexuelle intégrée, madame Adibadé? Oui, merci. Et l'éducation, c'est que l'éducation, c'est le socle de tout. C'est l'apprentissage à la vie. Et nous avons généralement l'habitude d'entendre les gens parler de l'éducation de base, l'éducation formelle et l'éducation vers une vie. Mais généralement, on ne parle pas souvent de l'éducation sexuelle. Alors que l'éducation sexuelle, c'est aussi l'ensemble des connaissances, des informations, pas liées au fonctionnement et aux fonctions de les organes génitaux de l'homme et de la femme. Voyez-vous, l'organe génital fait partie entière du corps de l'enfant, de l'être. Et ça détermine le futur même de la personne. Mais généralement, le sexe est toujours considéré comme tabou. L'éducation liée à cet organe, à ses fonctions, à son fonctionnement, on n'y arrive pas. Et c'est justement pour ça que nous sommes là, pour qu'on puisse voir par quelle voie y amener nos autorités à intégrer cette éducation sexuelle au niveau de nos établissements. Vous êtes d'accord, madame Asegwa Oui, Maillard? entièrement. Et je renchéris en précisant que l'éducation sexuelle, on opte pour son intégration du fait que nos enfants passent beaucoup de temps à l'école et qu'avec les préoccupations des parents, l'éducation déjà à la base que les parents eux-mêmes ils ont reçue, ne se trouvent pas forcément à l'aise pour aborder ce sujet avec les enfants. Et Madame Adibadé tantôt expliquait la nécessité de cette éducation pour permettre à l'enfant d'être un individu à part entière. L'éducation sexuelle aussi a rapport avec la vie en société. L'éducation sexuelle a rapport avec nos valeurs et nos cultures. L'éducation sexuelle a rapport avec la santé aussi de manière générale, l'hygiène. Avec le temps, je me ferai un plaisir de détailler un peu les contenus de l'éducation sexuelle intégrée et la méthodologie de cette intégration.
Et nous allons justement parler de cette éducation sexuelle intégrée en milieu scolaire et pour comment y parvenir. C'est la grande question de ce soir. Et quels sont les enjeux, notamment, Monsieur Zissou, je vous écoute, Bono. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la sexualité en milieu scolaire préoccupante, d'autant plus que le milieu scolaire qui est censé être le milieu de formation de la personnalité de l'enfant, le milieu de formation pour la vie, est devenu aujourd'hui le milieu où l'enfant se sent en danger par rapport aux abus sexuels qui sont perpétrés sur lui, donc sur l'enfant. Donc aujourd'hui, le phénomène des abus sexuels en milieu scolaire a atteint des proportions inquiétantes, pas seulement au Bénin, mais dans la sous-région. Et cela interpelle l'État en premier lieu et les autres structures de protection de l'enfant. Je veux parler des OSC, les médias et les agences internationales pour que le milieu scolaire soit un milieu sécurisé pour l'enfant. Voilà. On a écouté tout à l'heure Madame Adjibadé qui disait que le sexe, parler du sexe en Afrique et particulièrement au Bénin, c'est un sujet tabou, mais comment y parvenir, comment intégrer l'enseignement de la sexualité en milieu scolaire? Je vous écoute, Monsieur Luc Montidjani. Oui, je dirais d'abord que la question de tabouisation ou le fait que le sexe soit tabou dans nos sociétés est simplement lié aux valeurs qu'à tort ou à raison nous enseignons ou nous continuons de vouloir protéger. Nous n'avons pas tort de vouloir protéger ces valeurs-là, mais dans notre dynamique de protection de ces valeurs, il est important que nous faisions le croisement avec les réalités. Vous avez eu l'ingénieuse idée tout à l'heure de peindre la situation en matière de sexualité des adolescents et jeunes. Et dans votre chute, vous avez dit quel peut être le rôle de l'école. Je dirais simplement quel devrait être le rôle de l'école ou quel doit être le rôle de l'école dans la facilitation de l'acquisition du savoir en matière de sexualité à l'adolescent ou aux jeunes. Parce que tout individu, à un moment donné de sa vie, sera appelé à prendre des décisions en ce qui concerne sa vie sexuelle et sa vie procréative. Nous ne pourrons pas prendre des décisions si nous n'avons pas l'information. Le constat, c'est que des milliers d'adolescents et jeunes sur nos cieux arrivent à un moment donné à traverser cette période transitoire de l'adolescence et de la jeunesse pour arriver à la situation adulte sans avoir l'information. Ils n'ont pas l'information parce que les acteurs qui devraient donner l'information, à un moment donné, se retrouvent de par l'environnement purement matérialiste où le temps nous fait défaut parce qu'on doit courir à d'autres besoins. Les jeunes ne se retrouvent plus dans un environnement qui puisse leur donner l'information. À la maison, je ne parlerai pas de démission des parents, mais je dirais le retrait des parents. Parce que les parents n'ont plus cette disponibilité physique pour pouvoir donner l'information aux enfants. Les enfants, après, passent pratiquement 8 heures des 24 heures de la journée dans un environnement qu'on appelle l'école. Ça veut dire que dans cet environnement, il devait y avoir un dispositif, un système qui puisse faciliter l'acquisition du savoir en général, ce que nous appelons éducation, mais aussi du savoir en matière de sexualité, d'où le concept d'éducation sexuelle. Donc l'école, à un moment donné, se retrouve obligée de combler ce gap, mais en complément à ce que d'autres acteurs de la société civile vont devoir faire. Parce que le constat aussi, c'est que aujourd'hui, les enseignants, les professeurs, les maîtres n'arrivent presque pas à donner l'information, non seulement en matière de sexualité, mais aussi en matière de savoir-vivre à l'enfant. Et c'est d'autres acteurs externes qui font éruption dans le système éducatif. C'est les organisations de la société civile, c'est des ONG qui viennent à un moment donné dans le système éducatif pour mener des activités temporaires qui ne durent pas dans le temps. Et pour assurer cette durabilité, il est important aujourd'hui que l'éducation sexuelle, telle que Mme Adjibadé et Mme Maya l'ont dit, puisse être
partie prenante de l'éducation de l'enfant, puisse être intégrée dans le système éducatif. Ce n'est pas une faveur que nous faisons aux enfants, mais c'est une dynamique du respect des droits des enfants, parce qu'ils ont droit à l'éducation en général et ils ont droit à l'éducation sexuelle en particulier. C'est vrai, c'est une idée géniale, mais il faut tenir compte aussi des diversités culturelles. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous prenez l'éducation sexuelle, Madame Maya reviendra peut-être sur ça tout à l'heure, les composantes de l'éducation sexuelle, c'est de donner à l'enfant ou à l'adolescent un certain nombre d'outils, d'éléments qui puissent lui permettre de prendre des décisions dans la vie. Dans les modules d'éducation sexuelle, on aborde des thématiques qui sont peut-être restées sous silence. On aborde les thématiques de citoyenneté. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise de valeurs. L'école aujourd'hui ne nous donne plus l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, dans l'éducation sexuelle, on aborde les questions de citoyenneté. On aborde les questions d'égalité du sexe et du respect de l'autre. Des questions de diversité culturelle et même de diversité religieuse. Donc c'est pour dire que c'est toute une composante qui doit être prise en compte. Et il ne faut pas que le mot sexuel puisse faire peur et que l'on pense qu'on aborde seulement la sexualité. C'est l'éducation entière, mais en mettant beaucoup plus un accent sur les questions de sexualité et de reproduction. Autrement dit, en matière de sexualité, l'enfant doit être pris en charge non seulement à l'école, mais aussi à la maison par ses parents. Et vous savez, les modalités de sexualité aujourd'hui sont fortement influencées par des scripts, par exemple les films que les jeunes regardent, les films érotiques. Je ne sais pas, les parents ne sont pas à la maison, mais on essaie de regarder les films porno, des adolescents qui n'ont même pas 15 ans, qui ont l'âge de 12 ans et qui regardent les films porno. Comment cela s'explique? Oui, Madame Maya. Ok, en fait, je pense que cela nous ramène déjà, et mes prédécesseurs l'ont bien dit, aux questions de valeur. Si le temps avait été pris pour expliquer aux enfants la nécessité de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et de comprendre aussi que tout ce qui est vu n'est pas réplicable, déjà un premier problème serait résolu. Secondo, le fait d'interdire, l'interdiction pousse toujours à l'envie d'aller vers. Et l'autre point aussi, c'est le développement de la technologie qui fait aussi, entre autres, qu'en tant que parents, on n'arrive plus forcément à suivre tous les canaux par lesquels nos enfants ont l'information. Si moi je prends mon petit exemple, j'ai une fille aussi, mais je puis vous dire que quand je suis assise avec elle et qu'on regarde la télé, quand il y a un film qui passe ou des images qui passent, elle-même va me dire, maman, si tu veux que je reste, il faut que tu changes de chaîne, parce que je suis trop petite pour voir cela. Ceci explique pourquoi. Pourquoi cette réaction? Voilà, parce que j'ai déjà eu le temps, je l'ai éduquée depuis qu'elle a commencé par prendre conscience des choses. Elle a quel âge? Ma fille, elle a 10 ans aujourd'hui. Mais l'éducation sexuelle, ça ramène à faire comprendre aux parents que dès que l'enfant prend conscience de sa différenciation, appareil génital, je suis une fille, elle prend conscience qu'elle est une fille et que l'autre est un garçon, à ce moment-là, déjà, l'éducation sexuelle commence. La protection du corps, le respect de l'autre, l'attitude en société. Ceci nous ramène à ce que une éducation basée sur la responsabilisation, une éducation basée sur l'honnêteté, une éducation basée sur l'implantation des limites, des barrières, en expliquant le bien fondé de ces barrières, permet d'avoir un enfant qui s'autorégule. Les questions de pornographie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nos parents... Ajouté aux réseaux sociaux. Ça existe, mais aujourd'hui, le problème, c'est que on met du mystère partout, comme le disait tantôt Monsieur Tidjani. On rend tout tabou. Mais pour éviter cela, il faut qu'on en arrive à pouvoir discuter de manière honnête avec les enfants et surtout accompagner la parole des actes. Ceci ramène au comportement de nous, les parents. En parlant d'éducation sexuelle tantôt, M. Tidjani a souligné le fait que dans la formation à l'éducation sexuelle intégrée, on fait la promotion de la citoyenneté. Quand vous dites à un enfant qu'il ne faut pas insulter un adulte et que vous êtes le premier, quand vous êtes au volant, à insulter votre compatriote qui vous a grillé la priorité ou qui n'a pas respecté le code, quel modèle vous donnez à votre enfant derrière ?
Quand vous êtes un parent et que vous parlez très mal de votre collègue à côté de votre enfant, quel modèle vous lui donnez? Donc l'éducation sexuelle, c'est un tout. Et le fait qu'il soit intégré au système scolaire, en fait, a un rôle de pérennisation, de répétition de ces valeurs que nous voulons donner aux enfants. Cela ne voudrait pas dire qu'on décharge les parents, non. Cela voudrait dire que de manière insidieuse, on pousse les parents à en parler, on les oblige à en parler. Et que les parents devraient comprendre qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de s'occuper du résultat scolaire de son enfant, mais il faut aussi s'occuper de la formation, de la personnalité de son enfant. Et je m'amuse souvent à expliquer aux enfants, vous avez beau être, je ne veux pas citer le nom d'un célèbre homme politique connu, vous avez beau être super intelligent, très bon dans votre domaine, mais quand vous commettez des cas d'abus sexuels sur vos collègues, on vous défait de votre fonction, aussi bon que vous puissiez être. Qu'est-ce qui est la cause de ce problème? Un manque d'éducation. Voilà, un manque d'éducation sexuelle. C'est une infraction. Donc l'éducation sexuelle, aujourd'hui, est partie intégrante de l'éducation de l'enfant, de la constitution de la personnalité de l'enfant. L'éducation sexuelle, aujourd'hui, est la garantie pour qu'on ait une jeunesse épanouie et une jeunesse garante des valeurs de la société. Et justement, l'ONG Seradis, vous voulez... Oui, je voulais compléter, tout en disant que il faudra que les parents aujourd'hui que nous sommes, qu'on essaie de faire une différence entre ce qu'on appelle la santé sexuelle, la santé de la reproduction et les actes sexuels. Parce que généralement, quand on commence par dire éducation et que le mot qui veut suivre, c'est, on ne veut pas voir la suite. Si c'est sexualité, qu'est-ce qu'on met dans sexualité? On pense qu'on veut parler du sexe aux enfants. Mais on doit parler du sexe aux enfants parce que le sexe détermine l'être. Le sexe est partie intégrante de l'enfant. Et l'enfant, il doit se connaître à travers son sexe. Et s'il ne connaît pas les fonctions, le fonctionnement de cet organe, qu'est-ce qu'il va devenir? Et quand nous parlons aujourd'hui de la santé de la reproduction, nous ne parlons pas que de sexe. On vient de parler, par exemple, de la sexualité. On parle aussi de la nutrition. On parle de la toxicomanie. Aujourd'hui, on a compris que tous les enfants sont malnutris parce qu'il ne suffit pas d'avoir des enfants juste gros et de croire qu'on est en train de bien nourrir les enfants. On voit aujourd'hui dans nos établissements et au niveau surtout universitaire, beaucoup d'enfants qui sont en train de toucher à la drogue. Mais ça, c'est des non-dits dans la société. Et donc, justement, vous avez récemment sensibilisé les élèves du collège L'Océan à la Vive à Cotonou. C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du sida. Nos collègues, nos reporters Clotaire Awekou et Ramatou Lawani étaient également de la partie. Nous allons voir leur compte rendu. Qu'est-ce que le sida? Comment le transmet-on? Quels sont les modes de transmission? Que faire pour l'éviter? Les réponses à ces quelques questions renseignent sur l'intérêt de cette séance de sensibilisation en milieu scolaire à l'initiative de la Fondation MTN et de l'ONG Seradis. Il est établi que le milieu scolaire, en l'occurrence, c'est un terrain de prédilection dans la propagation de cette pandémie virale. Et la multiplication des séances d'explication sur les tenants aboutissants de ce mal du siècle permet déjà de repousser les murs de l'infection et de transmission au VIH-Sida. Nous sommes une entreprise citoyenne et nous avons voulu, dans le même cadre, apporter notre pierre à l'édifice. La seule solution pour parer à cette pandémie, c'est de beaucoup sensibiliser. Et ça a commencé déjà par la main levée que nous avons eu à faire hier en interne entre collègues chez nous. Et la seconde étape était de venir au CEG Océan pour sensibiliser, communiquer. Ces jeunes-là ont porté des messages. Les messages comme abstinence, préservatif, équité, beaucoup d'autres messages pour montrer véritablement leur engagement par rapport à la lutte contre la maladie. De cette sensibilisation, j'ai gardé que le VIH-Sida est une maladie qui se transmet par 3 voies. La voie sexuelle, la voie sanguine et de la mère à l'enfant. Je peux dire à mes amis que lors des rapports sexuels, de se protéger pour être à l'abri du VIH-Sida, d'éviter les rapports sexuels répétitifs et d'avoir un seul partenaire pour pouvoir éviter le VIH-Sida. L'avenir, c'est dans la jeunesse. Et la jeunesse, c'est en milieu scolaire
et le bien-être de cette jeunesse compte beaucoup pour une postérité heureuse. Une évidence que s'est appropriée la Fondation MTN l'ONG Seradis en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Voilà, c'est l'une des activités de Seradis ONG. Alors maintenant, je vais vous demander quels peuvent être les curricula en matière d'éducation sexuelle. À qui veut prendre la parole? Oui, les curricula, il y a 3 types de curricula, parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a l'enseignement primaire, comme nous venons de le dire. L'éducation sexuelle, ce n'est pas qu'il faut attendre l'enfant en classe de 3e pour commencer par lui parler de la reproduction. Déjà, on peut déjà expliquer à l'enfant, qui est même à la maternelle, que quand tu t'amuses avec le compas d'un de tes camarades, tu risques tu es exposé au VIH-Sida. Déjà, ça fait partie de l'éducation, de l'apprentissage. Déjà, au primaire, il y a un curricula. Au niveau du premier cycle secondaire, c'est-à-dire de la classe de 6e jusqu'à la classe de secondaire, il y a un autre curricula. Il y a le 3e curricula, aussi bien pour les gens, les élèves qui sont les élèves en cours moderne que les élèves qui font les formations techniques. Nous avons voulu qu'il y ait 3 types de curricula parce qu'on a constaté que les élèves, les adolescents, il y a des étapes dont nous parlons. Il y a la préadolescence, il y a l'adolescence et il y a la jeune. Donc, il ne faudra pas confondre la masse des jeunes en croyant que quand on dit les adolescents et jeunes, c'est seulement les jeunes de 12 et de 14 à 24 ans ou de 15 à 24 ans. Les jeunes, il y a la préadolescence qui est très capitale, qui détermine déjà l'adolescence de l'enfant, de quel type de personnage l'enfant serait. Et après ça, il y a la période d'adolescence que l'enfant vit, la puberté, où il y a beaucoup de phénomènes, et il faut beaucoup canaliser, beaucoup discuter, et faire découvrir à l'enfant les risques que l'enfant peut courir. Et après ça, maintenant, il y a la période de la jeunesse. Donc, il y a 3 types de curricula que nous tenons, et nous voulons vraiment que les gens nous apprennent. Est-ce que ces curricula sont déjà élaborés? Nous sommes pratiquement à la page, non, nous sommes à l'étape de la prévalidation, de l'expérimentation de ce curriculum. Il y a des écoles pilotes? Si, et il y a APESA qui est en train de gérer le projet, elle pourra mieux l'expliquer par rapport à tout ce qu'on fait. APESA, je rappelle que c'est Madame Assegba Maillard qui s'en occupe. En attendant, je viendrai à vous tout à l'heure. Je voudrais m'adresser à Monsieur Florence Issou-Bonou. Lui, je l'ai dit tout à l'heure, il est le coordonnateur du projet Cercle de réflexion internationale pour la promotion de la création. Au CICRE Bénin. Au CICRE Bénin. Projet, promotion de la création. l'ONG Seradis est en train de crier. Êtes-vous prêt à les accompagner? Je trouve que c'est une bonne initiative parce que le besoin d'information, de compétences, de conseils, d'encadrement des enfants, surtout en milieu scolaire, est là. Le besoin est là. Et j'en veux pour preuve les milliers de cas d'abus sexuels qui sont perpétrés sur les enfants en milieu scolaire. Quand je donne des statistiques, en 2013 déjà, il y a la conférence administrative départementale de la Takura-Donga qui a publié son rapport. Et en 3 ans, il y a eu 1546 cas de grossesse scolaire. 1546. C'est beaucoup. Et ça, c'est pour les départements de la Takura et de la Donga seulement. En la matière, il y a des disparités. Donc, qu'en est-il pour les autres départements? On ne sait pas. Donc, c'est-à-dire que le besoin est là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le CICRE Bénin, avec ses partenaires sur le terrain, ont mis en place un certain nombre de dispositifs et participatifs de lutte contre le phénomène d'abus sexuels en milieu scolaire. Et je veux parler de la charte de bonnes pratiques, par exemple, qui est une convention à laquelle tous les acteurs du milieu scolaire, je veux parler des parents, les parents d'élèves, les membres de l'administration, les enseignants, les vendeuses, les gardiens et les élèves eux-mêmes, dans une convention à laquelle ils adhèrent pour s'auto-surveiller. Donc, c'est des engagements que ces acteurs ont pris pour
se surveiller pour que ce phénomène puisse diminuer dans les établissements scolaires. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en plus de ces dispositifs, nous avons besoin de ces initiatives pour que l'enseignant, en plus de ces programmes normaux de formation, d'éducation, puisse disposer de temps, d'un laps de temps quand même, pour parler de ces valeurs à l'enfant, à l'élève. Parce que déjà, à la maison, il y a un manque. Les parents ne parlent pas suffisamment avec leurs enfants. Encore faudrait-il qu'on s'assure que ces parents disposent d'informations justes et de techniques adéquates pour engager, n'est-ce pas, le dialogue avec leurs enfants. Donc je trouve que c'est une initiative à appuyer. L'environnement façonne aussi les enfants. Ça, c'est une évidence. Alors, Madame Asogba Maillard, vous êtes spécialiste en éducation sexuelle et la santé en Afrique. Alors, vous avez écouté Madame Adjibadé dire que les curricula sont déjà élaborés et c'est à l'étape de validation. Qu'en est-il exactement? Bon, vous me permettez de faire une petite genèse par rapport à comment est-ce que nous nous sommes retrouvés à l'éducation sexuelle intégrée. Suivant chaque prise de parole, on a évoqué les faits qui sont constatés, mais aussi les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent ont initié certaines études pour qu'on puisse avoir des chiffres réels, des statistiques qui reflètent la situation, même si on a des cas ou des oui-dire qui prouvent la nécessité de faire quelque chose. Donc une étude a été faite en 2014 par rapport au phénomène de grossesse précoce, les causes, quels en sont les auteurs. Une étude a été faite aussi par rapport à la revue documentaire parce que CERADI c'est une ONG, APESA est une ONG, d'autres ONG aussi existent, comme le disait tantôt M. Tidjani. Nous allons vers les enfants, nous leur portons l'information, mais on s'est demandé, et si à un moment donné, on parlait tous d'une seule voix? Alors, il y a eu l'idée de créer l'éducation sexuelle intégrée. Et surtout, je voudrais mettre l'accent sur l'intégré. L'intégré, c'est parce que nous logeons l'éducation sexuelle dans des matières existantes au programme scolaire. Parce qu'on ne voudrait pas alourdir le programme scolaire. Alors, j'allais dire, à ce niveau, il y a quand même une matière qui s'appelle SVT au collège. Il n'y a que SVT et c'est à partir de 3e qu'on commence par en parler. Et on parle de la reproduction en 3e. En 3e, jusqu'en terminale, on parle du sexe. Oui, mais comme le disait tantôt Madame Adjibadé, on ne va pas attendre la classe de 3e. Et aujourd'hui, les chiffres ont montré quand même aussi que les jeunes filles, les adolescentes qui rentrent en 6e, le nombre diminue jusqu'à ce qu'on les retrouve au second cycle. Donc l'éducation sexuelle intégrée concerne ces enfants-là qui sont dans le système scolaire. Je profite pour ouvrir une brèche qu'il y a aussi l'éducation sexuelle qui est faite hors du milieu scolaire. D'accord. Par rapport à l'éducation sexuelle intégrée, avant d'arriver à la rédaction des curricula, nous avons fait ce qu'on appelait AST, l'analyse situationnelle, qui a rassemblé toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les autorités, les leaders religieux, l'association des parents d'élèves, les différentes ONG, on a le Conseil national de la jeunesse, on a l'OCJ, les partenaires techniques et financiers qui interviennent, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement primaire, le ministère de la justice, le ministère de la famille, tous ensemble, et on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut harmoniser tout cela? On va l'intégrer, ok, mais dans quelle matière? Comment le faire? Alors on a retenu de commencer à partir du premier cycle, du primaire. On a commencé au primaire, comme le disait Madame Adjibadé. Au primaire, on a choisi la classe de C1. Les statistiques ont montré qu'on a eu des cas de grossesse pour des enfants à partir de 8 ans. Au Bénin? Oui. Donc, quand on prend la répartition en âge de nos enfants aujourd'hui, à 8 ans, vous avez des enfants au CE1. Alors, l'éducation sexuelle a pour objectif de porter l'information, de préparer l'enfant à connaître son corps. C'est qu'en connaissant son corps qu'il saura se comporter vis-à-vis de ses semblables ou du sexe opposé. Alors, on commence par le primaire. Alors, au primaire, comment est-ce qu'on peut parler de sexualité à l'enfant? Quelles sont les matières qui peuvent recevoir ces informations? Parce qu'on ne perd pas de vue la nécessité de former l'enfant sur l'aspect scolaire, pédagogique, classique pour qu'il soit un grand quelqu'un demain, mais on veut le former aussi à ce qu'il soit quelqu'un de responsable. Alors on a choisi 2 matières au primaire, l'éducation sociale et l'éducation familiale et scientifique. Donc on a
on a identifié des thèmes, si vous me permettez. Il y a 6 thèmes à l'éducation sexuelle. Et ces thèmes, on s'est basé sur les principes directeurs de l'éducation sexuelle suivant l'UNESCO. Et ces 6 thèmes s'articulent autour du développement humain, des comportements sexuels, des relations interpersonnelles, des valeurs et attitudes et compétences, de la santé sexuelle et reproductive, et autour de la culture de la société et des droits de la personne. Ceci explique bien que, vous voyez, je vous ai cité 6 thèmes, et il n'y en a qu'un seul qui s'attarde vraiment sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Ça veut dire que l'éducation sexuelle est vraiment complète. Donc, quand on arrive au second cycle, c'est-à-dire au secondaire, de la 6e en 3e, on a choisi les matières aussi. Alors, on a dit, il faudrait qu'on trouve des matières transversales, dans le sens où il faudrait les matières qui sont étudiées de la 6e en terminale. C'est-à-dire qu'un enfant qui rentre en 6e, s'il a la chance d'aller en terminale, il aurait eu une éducation sexuelle complète, avec l'information nécessaire. Mais en supposant qu'il s'arrête à un niveau du parcours, au moins il y a un minimum aussi qu'il aurait acquis. Alors les matières transversales qui ont été retenues sont le français, l'histoire et géo, et la SVT qui est cette... L'histoire et géo... Voilà, l'histoire je ne vois pas la pertinence de cette matière-là. La pertinence de cette matière se justifie dans les thèmes qui ont été choisis. Dans les thèmes de l'éducation sexuelle que je vous ai souligné tout à l'heure, on a le thème sur les relations interpersonnelles, entre autres. Donc, même si on parle de guerre, on parle de migration, on parle comment je vais dire, des brassages culturels en histoire et géo, le professeur d'histoire et géo pourrait trouver l'opportunité d'ancrer cette matière. Mais rassurez-vous que le travail que nous avons fait a allé plus loin. Nous avons identifié justement ces leçons-là qui puissent porter les portes d'entrée. Donc, on a élaboré un référentiel qui a été validé, et j'ai oublié de dire que ce programme est fait en collaboration quand même avec le ministère de l'Enseignement. Donc, ce n'est pas le projet de APESA, ce n'est pas le projet de Seradis, c'est le projet de tous les acteurs du système. C'est un projet national. Et c'est en cela que cela est magnifique. C'est magnifique dans le sens où si d'une seule voix, on s'entendait pour dire oui, cette information, il faudrait que l'enfant l'ait, et que l'enfant est rassuré du fait qu'on le considère en tant qu'individu, en tant que personne qui a besoin d'informations, et qu'il puisse savoir qu'il a des adultes vers qui il peut se référer. Cela rassure déjà, une partie du travail est fait. Et ce travail est financé par l'ambassade des Pays-Bas qui, parallèlement aussi... Avec l'appui du gouvernement. Que le gouvernement prend une part active. Mais bien sûr, puisqu'on vous parle de curricula, l'éducation... aucun programme scolaire national ne peut être, ou aucun programme ne peut porter le nom de programme national si le gouvernement ou si les institutions étatiques qui ont pour prérogative d'être garants de ce qui rentre dans nos établissements scolaires ne sont partie intégrante. Non. Et c'est en cela le côté super intéressant et j'ose dire, le pari gagné de ce projet-là, parce que tout le monde est impliqué. Alors, vous allez me demander, qui a écrit les curricula? Rassurez-vous, ce n'est pas APESA. Parce que ce n'est non plus Seradis ONG, ça doit être un comité, j'imagine. Voilà, exactement. Et dans l'organigramme des ministères qui ont pour prérogative l'éducation, notamment le ministère de l'enseignement primaire, le ministère de l'enseignement secondaire, il y a des directions qui sont spécifiées, qui ont pour attribution d'écrire ces programmes-là. Alors nous avons travaillé avec des inspecteurs de ces différentes directions qui, en partenariat avec les OSC que nous sommes, ont pris en compte ce que nous avons déjà fait sur le terrain, le besoin d'information de l'enfant, et surtout, on a pris en compte l'âge, parce que l'information doit être donnée suivant l'âge. L'information dont a besoin un enfant de 5 ans est complètement différente de celui dont a besoin un enfant de 15 ans. Mais l'enfant de 5 ans, on lui fait comprendre qu'il doit grandir et que pour qu'il grandisse bien, il faudrait qu'il puisse appliquer l'information qu'on lui donne. Mais on n'a pas perdu de vue que cette information que nous allons donner aux enfants, les parents devraient être en mesure de les accompagner. Donc nous travaillons à côté pour le dialogue parent-enfant. Parce qu'il ne faudrait pas que l'enfant y revienne par exemple avec le manuel de l'apprenant et qu'il vienne et dire « Papa, tu sais, à l'école, on nous a demandé de faire un exercice sur tel sujet » et que le papa se retrouve tellement mal à l'aise ou ne se retrouve pas dans le contenu de ce manuel et qu'il
Ben, ce que je vois devant moi, c'est plus à l'étape de projet. Tout est déjà rédigé, il y a déjà des manuels pour les différents cycles 1 et 2 et puis pour le cours primaire. Exactement. Alors, si vous permettez, Monsieur Lukman Tidjani, alors, je comprends comment tout ça là va être mis en œuvre. Non, je pense que cela répond d'abord dans le respect des engagements qui ont été pris à divers niveaux par le gouvernement, par les États parties prenantes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans la dynamique des ODD, les ODD 3.7 qui parlent de l'accès de tous à l'information, à la santé, y compris l'information d'éducation sexuelle, ont été adoptés par les États. Les ODD 4.7 qui parlent de l'éducation de qualité, y compris l'éducation en matière d'éducation sexuelle. C'est des engagements qui ont été pris. Donc, la mise en œuvre ou le respect de ces engagements ne devait pas poser problème. L'innovation ici, c'est qu'il y a eu une dynamique plurielle. Tous les acteurs étaient là. Ce qui facilite l'intégration progressive et définitive du travail qui a été fait dans le système éducatif au niveau national. Vous avez un travail qui a été fait là. Les prochaines étapes, c'est l'expérimentation. C'est d'identifier un certain nombre d'établissements, un certain nombre d'enseignants qui vont peut-être conduire la phase pilote. Et après cette phase pilote, on recensera les difficultés, parce qu'il y aura forcément des difficultés. On recensera les amendements, les propositions de correction qui pourraient être faites. Et c'est lorsqu'on aurait fini avec cette étape de pilotage que nous allons continuer les actions pour que cela puisse être généralisé. C'est pour vous dire que les acteurs de la société civile et même les organisations de jeunesse comme l'OCJ ne sont pas en marge du processus et ne resteront pas en marge du processus. Nous allons continuer à faire le lobbying pour qu'au niveau politique, le leadership politique puisse rester et puisse être amélioré. À faire le lobbying pour que l'accompagnement politique, Madame Maya a parlé de l'appui technique et financier de l'ambassade des Pays-Bas, il faut que l'accompagnement, l'appui technique et financier que nous avons, même au niveau du gouvernement, puisse se pérenniser, puisse être davantage amélioré pour que, à l'étape de généralisation ou d'introduction au niveau national, nous ne puissions pas avoir des difficultés. C'est en cela qu'au niveau de l'organe consultatif, nous avons accepté d'accompagner ce processus, de faire le lobbying, de discuter avec les différentes parties prenantes, et au-delà de l'État central, il y a un travail qui est en train d'être fait avec les collectivités locales. Parce qu'on n'est pas sans savoir que les tests de la décentralisation donnent un certain nombre de prérogatives aux maires en ce qui concerne l'éducation primaire des enfants. Ça veut dire qu'on ne peut pas introduire un manuel comme ça dans le système primaire sans associer les acteurs au niveau local, sans associer les leaders d'opinion au niveau local, sans associer d'autres acteurs, ceux qui sont au niveau des ministères sectoriels, que ce soit de la jeunesse, de la famille, des sports, d'autres ministères sectoriels qui gravitent autour du système éducatif. Donc nous travaillons avec tous ces acteurs au niveau, avec les autres OSC pour que les acteurs même puissent s'approprier cela, que ce soit au niveau national et au niveau local. Donc tous les acteurs de la chaîne sont impliqués dans ce processus d'intégration de l'éducation de la sexualité. Je dirais que c'est un processus multisectoriel, multi-acteurs. Il y a un souci, je voudrais demander à Madame Adibadé, est-ce que, parce que ça va demander la formation des enseignants. C'est prévu. C'est prévu, je ne vais pas peut-être. Il faudrait que, je termine ma question. Il faudrait que les enseignants s'imprègnent du contenu de ces manuels pour pouvoir restituer à leurs apprenants. Voilà. Et comment ça va se faire? Voilà, merci. Et je peux compléter quelques idées de ce que viennent de dire mes collègues, que nous avons eu déjà à faire quelques expériences de par le passé. Et on a constaté que l'approche, la démarche était biaisée, ce qui nous a amené à ne pas avoir ces résultats. Et c'est donc tout ça. C'était en quelle année? Il y a eu des expériences. Les clubs de population et développement dans les années 2010. Il y a les stratégies de péréducation avec les séances de sensibilisation périodiques dans les écoles. Et même en 2014, nous avons eu, Serradis a eu à faire une expérience avec Plan Béné. Ça a échoué, c'est ça? Voilà, dans le Koufo et dans la Takwa. Mais après évaluation, on a compris qu'il faut aller changer complètement de méthode et de processus. Et c'est ce qui nous a amené à vraiment penser à une certaine,
à penser à une action multisectorielle où nous avons plus impliqué maintenant les acteurs de l'éducation eux-mêmes, c'est-à-dire les inspecteurs et aussi bien le ministère. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que les enseignants qui seront formés à dérouler ces cours n'auront pas la formation de base, parce que c'est prévu dans tout le processus. Mais moi, je voulais revenir, parce que je suis plus sur ce plateau pour parler, pour plaider, pour que le projet n'échoue pas. Parce que Seradis a fait déjà une expérience où nous n'avons pas eu les résultats. Je rappelle que dans notre pays aujourd'hui, nous sommes un peu en retard. Le Bénin ne voit pas l'aspect mondialisation, globalisation, et n'est pas en train de voir l'ouverture des enfants. Si on doit toujours considérer le sexe comme tabou et qu'on ne veut pas voir la réalité en face, d'ici peu, ce qu'on est en train de parler, ce qu'on est en train de penser valeur, deviendra un souci pour le pays. Parce que on a parlé des grossesses en milieu scolaire. Entre 2012 et 2013, l'année scolaire, on a enregistré près de 4600 grossesses. Et 93% des grossesses des apprenants finissent toujours par un avortement provoqué. Ça, c'est les résultats. C'est la suite de nos enquêtes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que la prévalence des IST est en hausse après les travailleurs de sexe et les groupes à risque. C'est surtout auprès des jeunes, les élèves, les étudiants et même des scolarisés, des élèves en première. Donc, il faut que les gens fassent un effort pour comprendre que l'éducation sexuelle intégrée est une nécessité et nous devons aller vers ça. La jeunesse est dynamique. La jeunesse qui a eu une information légère par une association, dans 3 ans, ne sera plus dans cet établissement et bientôt, l'information ne sera pas continue. Donc, il faut trouver vraiment un système pour mettre en place une information continue. Voilà. On y est, puisque les manuels sont là. On souhaite vraiment que ces manuels-là soient vraiment généralisés et que l'éducation soit vraiment intégrée dans nos curricula de façon permanente. Qu'on ne commence pas l'expérience et que d'ici peu qu'on arrête. Parce qu'on sait ce qu'on est en train de dire. On connaît de par les expériences passées. C'est nous notre crainte. Parce que nous avons pensé le projet, on a mûri, on a travaillé. Ça a été quand même multisectoriel. On a demandé la participation de tout le monde. C'est au vu des résultats que nous avons aujourd'hui avec nos enfants dans les établissements. Parce que si vous imaginez qu'au niveau de l'université, il y a une montée aujourd'hui des personnes, des minorités sexuelles, où les enfants ne comprennent pas comment est-ce qu'ils doivent se préserver. Qu'est-ce que vous appelez minorité sexuelle? Nous, dans notre jargon, les minorités sexuelles, c'est les personnes qui ont des rapports sexuels avec les mêmes sexes. Voilà. Et ils ne sont pas... Ce que nous appelons les homosexuels. Voilà. Il y a une montée d'homosexuels aujourd'hui au Bénin, aussi bien les bisexuels que les homosexuels. Les bisexuels cohabitent avec les homosexuels qui ne sont pas déclarés, qui sont souvent stigmatisés, qui amènent à jouer l'hypocrisie et à être bisexuels. Et ce sont ces gens-là qui sont les vecteurs de la contamination, aussi bien des IST, aussi bien du VIH-Sida. Mais on n'est pas en train de voir. Donc, dans l'éducation sexuelle, on apprend à l'enfant à l'affirmation de soi, l'acceptation de soi, et aussi, avec l'éducation sexuelle, l'enfant pourra mieux maîtriser son corps et prendre cette décision de façon responsable. Juste en 3 secondes, je voudrais simplement dire que l'expérience que vous voyez là, de par mon expérience aussi, c'est que dans la sous-région, ça semble être un cas d'école. Et avant même que nous n'allions à l'expérimentation, beaucoup d'autres pays sont en train de venir se ressourcer au niveau du Bénin. Nous sommes connus pour un pays qui élabore beaucoup de documents de politique sans aller vers la généralisation. Il faut compter sur la... Je préfère que vous disiez sans aller vers la concrétisation. Il faut compter aujourd'hui sur la dynamique, la dynamique des acteurs présents sur ce processus pour dire que nous ferons tout. Nous mettrons de notre engagement, de notre savoir-faire
nous ferons du lobbying, nous ferons du plaidoyer pour que nous puissions opérationnaliser ce document. Ça y va non seulement de l'intérêt des générations actuelles, mais aussi des générations futures. C'est ça aussi le concept du développement durable. C'est ça aussi le concept d'épanouissement pour les jeunes générations. Donc, l'éducation sexuelle intégrée, nous allons nous battre pour que ça aille au niveau du système éducatif, que cela puisse être généralisé. Le plaidoyer est là, le leadership politique, nous en avons besoin. Aujourd'hui, nous avons un élément sur lequel nous pouvons déjà nous appuyer. Vous avez l'engagement de la première dame à s'investir dans le domaine de l'éducation sexuelle, à faire en sorte que l'information en matière de sexualité puisse aller vers les jeunes. Donc, elle va nous accompagner certainement dans ce processus. Nous profitons. Elle va nous lancer un appel pour qu'elle nous accompagne dans ce processus. Vraiment qu'il y a un projet qu'on appelle l'éducation sexuelle intégrée et qu'elle fasse aussi offrir vraiment son chemin de bataille. Maintenant, quelles sont les autres étapes à franchir pour que le projet soit effectif? Non, on ne va pas dire pour que le projet soit effectif, c'est pour qu'il soit durable, parce qu'il a déjà commencé. Non, mais la mise en application, la mise en œuvre très prochainement, effective. Si, très prochainement, on commence l'expérimentation. Ou bien c'est déjà intégré dans les programmes cette année? Non, l'intégration d'un programme dans le système scolaire demande tout un processus. Ce que nous sommes en train de d'accompagner. Je dis quelles sont les autres étapes à franchir? On fait l'expérimentation, il y a l'expérimentation à l'école, il y a la promotion du dialogue parents-enfants pour pouvoir accompagner et appuyer, il y a un plan de communication qui est en train d'être mis en place aussi pour avoir l'adhésion des différentes parties prenantes qui sont impliquées, il y a le lobbying qui sera fait auprès de toutes les autorités politico-administratives pour permettre à ce que le travail qui est fait ou qui est financé par le bailleur puisse être pérennisé. Il y a entre autres le projet Nietzsche, qui est un projet financé par l'ambassade des Pays-Bas aussi, qui compte sur la formation des enseignants depuis l'école normale supérieure et l'école normale des instituteurs, pour que d'ici 4 ou 5 ans, les enseignants, les professeurs, quand ils sortent directement avec leur diplôme, qu'ils soient capacités à pouvoir parler d'éducation sexuelle. Et ce programme se fait conjointement avec le programme ESI, de manière à ce que le contenu qui leur sera enseigné depuis l'école, leur formation initiale, soit celui avec lequel ils viendront accompagner les enfants à l'école. Donc on aura bientôt des spécialistes en éducation sexuelle, et non des sexologues. Non, c'est complètement différent. Et j'ai oublié de préciser aussi que nous avons fait les manuels pour les apprenants, mais nous avons fait aussi les guides pour les enseignants, afin qu'ils puissent se retrouver dans tout ce qui a été écrit. Et vous avez souligné la formation des enseignants. Comme je dis, ceux qui vont sortir dans 4 ou 5 ans, ils seront déjà capacités, mais ceux qui sont déjà là, ils seront recyclés pour les capacité aussi à pouvoir parler de ce sujet-là avec les enfants. Mais je me ferai un plaisir de venir encore sur votre plateau pour mieux... Les acteurs des médias seront aussi appelés. Beaucoup de plaisir. Et le deadline est fixé pour quand? Vous expliquez une date pour l'intégration, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que ce sera en 2018? Non, c'est cette année. Normalement, on a eu quelques retards, mais au retour des vacances, des congés de février, normalement, nos enfants, dans les écoles pilotes, vont devoir se familiariser à ceci pendant 2 années scolaires, donc jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018. Et j'aurai le plaisir de revenir ici vous dire, bon, voilà ce que l'expérience a donné. Est-ce que ça a été accepté? Est-ce que les objectifs ont pu être atteints? Quelles sont les modifications qui ont été jugées nécessaires avant que l'État, maintenant, ne l'intègre pour qu'on ait un programme scolaire unique avec l'éducation sexuelle bien contenue. Quelles sont les écoles ou collèges d'enseignement en général qui sont retenus pour l'expérimentation? C'est une expérimentation grande échelle. Je ne saurais vous les citer pour l'instant, mais je puis vous dire que tous les 12 départements sont concernés et que nous avons une bagatelle quand même de 15 000 enfants qui sont concernés par l'expérimentation de l'éducation sexuelle intégrée. Merci à vous. Et moi, je voudrais vous écouter, M. Bounou, sur tout ce que nous venons de dire. Vous accompagnez la création. Oui, la création ici, c'est tout ce que Dieu a créé comme environnement physique et humain. Et je suis sur le plateau pour ce qui concerne la création, c'est-à-dire l'humanité, la promotion des droits humains.
Et par rapport à ce qui a été dit, je trouve que la dynamique plurielle dont a parlé Lukman est là. Et il faudrait que le leadership politique s'affirme pour que d'ici l'année prochaine, que l'initiative devienne une réalité. C'est notre souhait. Et rapidement, un tour de table pour finir. Je voudrais commencer par Lukman. Non, moi, je voulais juste, pour finir, remercier tous les acteurs qui ont décidé d'accompagner ce processus et lancer aussi un appel aux décideurs politiques pour que les engagements qui ont été pris à divers niveaux, à travers les politiques au niveau national et au niveau international, pour faciliter l'éducation sexuelle des enfants, que ces engagements puissent être respectés à travers l'intégration de l'éducation sexuelle dans les curricula de formation. Au niveau de l'organe consultatif La Jeunesse, nous renouvelons encore notre engagement à être aux côtés de tous ces acteurs de la société civile, au niveau des acteurs politiques et administratifs, pour pouvoir accompagner le processus et faire en sorte que nos plus jeunes, les adolescents jeunes, puissent avoir l'information et l'éducation en matière de sexualité. Vous, madame? Moi, je vous remercie déjà pour l'animation de cette émission. Je remercie Seradis pour la visibilité qu'ils nous permettent d'avoir sur ce projet-là. Mon message ira à l'endroit plutôt des parents, parce que je sais que tous les autres acteurs vont souligner les différentes parties prenantes nécessaires. Je voudrais juste rassurer les parents sur le bien fondé de l'éducation sexuelle. Et je terminerai avec une citation de Voltaire qui dit « Plus l'homme est éclairé, plus il est libre ». Donc notre objectif, c'est d'éclairer les enfants pour les rendre libres, afin qu'ils soient vraiment garants de cette société-là que nous souhaitons pour le Bénin. Et voilà qui est dit. À vous, Monsieur Boum. Oui, je trouve que par rapport aux enfants, aucun effort ne sera de trop. Voilà, donc l'État vient de voter d'ailleurs la loi sur le partenariat public-privé. Donc le secteur privé est interpellé pour qu'on ne souffre pas de ressources de financement pour la mise en place, pour la mise en œuvre de l'initiative. Merci. Madame Adjibade. Oui, merci et merci à tous ceux qui soutiennent cette initiative. Je rappelle que le centre Seradis est porteur de ce projet. Oui, le centre Seradis, par le biais de l'ambassade des Pays-Bas. Et justement, nous voulons remercier l'ambassade pour tout ce soutien et cet appui et dont bénéficient les différents acteurs associatifs ici pour l'épanouissement de notre jeunesse, de la jeunesse béninoise, aussi bien la jeunesse scolarisée et les non scolarisés. Et nous voulons vraiment que ce projet soit porté par la Première Dame aussi. Moi, mon appel, c'est que ça ne soit pas que le VIH, mais qu'on parle plus de la santé de la reproduction, car le VIH fait partie intégrante de la santé de la reproduction. Le VIH, c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles infections à VIH, c'est plus en direction des adolescents. 50% des nouveaux cas d'infection aujourd'hui, c'est les jeunes, mais nous voulons vraiment que la Première Dame essaie de comprendre que l'éducation sexuelle, la santé de la reproduction, c'est déjà le VIH-Sida. Merci à vous. Une éducation sexuelle complète, c'est une première étape. Il s'avère importante, voire nécessaire pour les jeunes. Si l'école est bien sûr d'abord un lieu d'acquisition de connaissances, elle est aussi un espace sexuel juvénile, matinée de résolution équivoque, un théâtre où parfois, ont lieu des premiers rapports sexuels. Désormais, il faut tendre vers l'enseignement de la santé sexuelle dans nos écoles et collèges. C'est un défi d'intérêt national. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous et à bientôt.